On espère toujours de la prochaine Coupe du Monde qu'elle récompense le plus beau jeu. Mais hormis le Brésil de Didi, de Garrincha et de Pelé, les meilleures équipes n'ont pas forcément gagné. Ni la France de Platini, non seulement on est très déçus, mais on est super écœurés. Ni la Hollande de Cruyff, pas plus que le Portugal de Zébio ou la Hongrie de Puskás. La faute, bien sûr, à la glorieuse incertitude du sport. Bien sûr. Sauf que les défaites des meilleures équipes du monde ne doivent rien au hasard, mais plutôt à des enjeux assez étrangers au sport. Vous n'avez pas le droit de parler avec les prisonniers. Non, si no es posible hablar. Ce stade, c'était un camp de concentration. De nombreuses victoires sont le résultat d'arbitrages pour le moins contestables. Et elles obéissent à une règle non écrite qui veut que les pays organisateurs doivent aller le plus loin possible dans la compétition. Spectacle et recettes obligent. C'était un grand complot parce que la fédération anglaise savait que c'était mieux de jouer à Wembley. C'était l'Argentine des généraux, quoi. On était en pleine dictature militaire. L'Argentine ne pouvait pas être éliminée au premier tour, c'était pas possible. Entre les affaires de la FIFA, Havelange a introduit la culture du crime dans le monde du football. les mystères et les controverses, les mauvais procès. Le grand Pelé lui-même fut la cible de la presse qui le trouvait fini avant son triomphe de 1970. Les secrets inavouables, parce qu'on trouvait les joueurs trop rebelles ou trop noirs. Le racisme il était très fort chez nous. Le Noir n'avait pas la mentalité forte, on était fragile, on avait tous les défauts. La tragédie du Maracana a été une tragédie raciale. On se résignerait à accepter que tous les coups sont permis, que la stratégie doit l'emporter sur le génie, et que seule la victoire est belle. On pourrait se laisser aller à dire que la coupe tant convoitée est pleine, compromise avec les pires régimes, tolérant tous les excès, la violence, le dopage, fermant les yeux sur des matchs suspects. C'est le match de la honte. Ils devraient retirer leur licence à ces 22-là. Sur des comportements hallucinants et des arbitres complices. Mais on a envie d'y croire encore. Peut-être parce que, avec ses passions humaines, ses rivalités et ses conflits, avec ses bons et ses méchants, sa belle époque aussi, ses coups de génie et ses coups du sort, ses déceptions et ses émerveillements, les Coupes du Monde nous font vivre épisode après épisode, tous les 4 ans depuis 1930, le plus incroyable des feuilletons. La première Coupe du Monde, ce n'est vraiment pas un cadeau pour le pays qui doit l'organiser. Ça coûte cher, ça ne rapporte pas grand-chose, il n'y a pas de stars, alors les candidats ne se bousculent pas. C'est comme ça que, faute d'avoir pu convaincre les meilleures équipes européennes, surtout les Anglais qui ont décidé de mépriser cette compétition, on va se retrouver en Uruguay pour une Coupe du Monde essentiellement latino-américaine. Pour devenir l'organisateur de cette Coupe du Monde, l'Uruguay a tout de même dû faire valoir quelques arguments. Son équipe de football, la déjà céleste, a remporté les 2 derniers Jeux Olympiques. Et surtout, comme elle vit ses plus riches heures, elle s'est engagée à prendre en charge les frais de déplacement de tous les participants. Ce qui n'est pas rien alors que le monde plonge dans la crise. Il n'y a donc que 4 équipes européennes pour faire le voyage. Un très long déplacement à bord du paquebot Monteverde. Les Français voyagent avec leur compatriote Jules Rimet, le président de la FIFA et inventeur de la Coupe du Monde. Parmi ces Français, Lucien Laurent, qui va devenir le premier buteur de l'histoire de la Coupe, et un capitaine, Alexandre Villaplane, qu'on retrouvera 10 ans plus tard sous d'autres couleurs, celle de la Gestapo française. Durant la traversée de l'Atlantique, pour toute préparation, on doit se contenter d'un peu de gymnastique sur le pont, puisque très vite, les quelques ballons dont on dispose passent par-dessus bord. Enfin, le 1er juillet 1930, la Coupe du Monde peut commencer. Il y a déjà, comme cela deviendra une tradition, de gros problèmes d'arbitrage. Le plus marquant d'entre eux est ce coup de sifflet final donné 6 minutes avant la fin du temps réglementaire par l'arbitre du match France-Argentine, alors même qu'un attaquant français file droit au but. Le jour de la finale, on prend quelques précautions, comme celle de débarrasser les supporters de leur arme à feu à l'entrée du stade. L'Uruguay remporte cette finale, ce qui va provoquer de sérieux troubles en Argentine,
au retour des supporters déçus. L'armée intervient, renverse le président et ouvre ainsi une très longue période d'instabilité politique. Un dictateur, ça doit montrer sa force. Alors, dans toutes les situations, Mussolini se présente en grand sportif, faisant croire qu'il excelle en tout, s'exhibant dans l'effort torse nu, dévalant les pistes, avalant des kilomètres à vélo, célébrant les grands champions qui doivent bien sûr leurs exploits au génie fasciste. Le Duce prétend aimer le sport, mais il n'aime pas le football. Il n'y comprend pas grand-chose. Tout ce qu'il en retient, ce sont ces foules qui vocifèrent d'autres noms que le sien. Il se méfiait du football parce que c'est un sport anglais, c'est un sport professionnel et surtout c'est un sport qui est déjà assez populaire pour entretenir toutes les divisions dans la société italienne, donc toutes les rivalités de clubs. Ce n'est finalement qu'à la veille de la compétition qu'il se rend compte que sa présence dans le stade, devant des centaines de journalistes étrangers, une présence évidemment qui va s'accompagner du dialogue rituel avec la foule qu'il affectionne particulièrement, va pouvoir être d'une propagande utile et efficace. Mussolini va donc se résoudre à mobiliser l'appareil d'État pour l'organisation de cette deuxième Coupe du Monde. Le président de la fédération italienne, un général fasciste, prévient « Je ne sais pas encore comment, mais l'Italie doit gagner ce championnat. C'est un ordre. Un ordre bien reçu, puisque la fédération grecque de football se voit offrir 400 000 $ en échange du forfait de son équipe qui doit affronter l'Italie. Autre preuve de la corruption en cours, avant la finale contre la Tchécoslovaquie, l'arbitre dîne avec Mussolini. Il saura se montrer reconnaissant à son hôte. Et cela lui vaudra tout de même d'être radié à vie. Le résultat de la finale ne sera pas remis en cause. L'Italie a gagné sa première Coupe du Monde. « 1938, le monde est au bord du gouffre et la France, qui organise la Coupe, essaie de croire encore à une compétition censée rapprocher les peuples. Mais la bonne humeur des joueurs français n'impressionne guère les nations venues imposer leur idéologie plus que leur jeu. En ouverture, l'Allemagne rencontre la Suisse. Puisque l'Allemagne nazie a effacé l'Autriche de la carte en l'annexant, elle a également intégré dans son équipe les meilleurs éléments de la grande équipe d'Autriche, la fameuse Wunderteam. Les meilleurs, sauf un, Matthias Sindelar, qui a refusé de jouer sous le maillot frappé de la croix gammée. Le 29 janvier 1939, on retrouvera son corps inanimé avec celui de sa compagne. On les retrouve morts tous les deux dans son appartement. On les retrouve morts et on n'a jamais su ce qui s'était passé. On sait seulement que la Gestapo, la police politique, est intervenue. Ils ont emporté les corps et les ont immédiatement incinérés. En France, pour cette Coupe du Monde, la fusion imposée entre joueurs allemands et joueurs autrichiens ne prend pas. L'Allemagne éliminée, c'est l'Italie qui va porter très haut les couleurs des régimes totalitaires. Giuseppe Meazza, le capitaine italien, le signifie clairement au président français Albert Lebrun. Dans le contexte de 1938, où les relations se sont tendues entre la France et l'Italie, où Mussolini commence à réclamer la Corse, la Savoie, la Tunisie, eh bien, ce salut fasciste prend un autre sens. Le coach de l'équipe italienne, Pozzo, un nationaliste très radical, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, considérait le football comme une guerre et son équipe comme des soldats au front. C'est dans cet esprit qu'il est allé en France, la France démocratique, socialiste, qu'il a fait le salut fasciste et gagné la Coupe du Monde. C'était une opération de propagande très réussie pour le régime. L'Allemagne nazie, jalouse des victoires de l'Italie fasciste, voudra organiser la Coupe du Monde 1942 chez elle. Mais le Troisième Reich sera alors plus préoccupé à mettre le monde à sa botte qu'à l'inviter pacifiquement à chausser les crampons.
La coupe, qui a passé la guerre cachée dans une boîte à chaussures sous le lit du président de la fédération italienne, est de retour dans le pays qui a tant émerveillé le public français 12 ans auparavant. Tout le Brésil attend l'événement. On a construit le plus grand stade du monde, le Maracanã. Il est censé, comme l'écrit le journaliste Mario Filho, donner au Brésil une âme nouvelle. Les équipes étrangères sont stupéfaites par la nouvelle dimension que les Brésiliens ont donnée à la Coupe du Monde. Et bientôt, ce sera le jeu brésilien qui leur coupera le souffle. La Seleção, dont les derniers matchs de préparation ont été décevants, enchaîne les victoires spectaculaires. À l'évidence, les Brésiliens n'ont pas le même rapport au ballon que le reste du monde. Ils jouent, jonglent, s'amusent, inventent. Hormis un faux pas face à la Suisse, ils dominent largement leurs adversaires. Il ne leur manque plus qu'à faire match nul avec l'Uruguay pour devenir champion du monde. Le maire de Rio tient à s'adresser au public du Maracanã avant le début du match. Il annonce déjà la victoire de l'équipe du Brésil, supérieure à toutes les autres. Et il termine en la saluant comme celle qui va conquérir le plus beau des titres. Il y avait un tel écho. Le public était tellement exalté que je me disais, mon Dieu, tout va s'effondrer. On avait vraiment l'impression que le Maracanã s'effondrerait. Pourtant, c'était très beau tout ça. Le Maracanã plein. C'était merveilleux. La suite est plus inattendue. C'est un cauchemar que personne au Maracanã n'a imaginé vivre. L'Uruguay égalise. Puis Djidia marque le but de la victoire uruguayenne. Seules 3 personnes ont fait taire le Maracanã. Le pape, Frank Sinatra et moi. « 200 000 personnes silencieuses dans un stade. On a tous le souvenir de ce moment. Ça a été un vrai traumatisme pour toute la nation. » Jules Rimet, qui s'attendait comme les 120 000 spectateurs à voir triompher le Brésil, est complètement perdu. Il n'y aura pas de remise solennelle du trophée. Il le donne furtivement au capitaine uruguayen dans la plus grande confusion. C'est la première fois finalement qu'une défaite en Coupe du Monde est véritablement vécue comme un drame national. On cherche les responsables de cette défaite. On les trouve vite. Les joueurs noirs de l'équipe. Et en particulier le gardien, Moacir Barbosa. Barbosa, ele était le titulaire, c'était le meilleur gardien brésilien, il peut être le meilleur gardien au monde. Sauf que le match décisif, il a fait le commis en défaut et on a perdu la Coupe du Monde. Je crois qu'il y avait déjà, le racisme il était très fort chez nous. Et c'était vraiment justificatif pour en disant que si le Loin n'avait pas la mentalité forte pour jouer dans l'équipe nationale, qu'on était fragile, on avait tous les défauts. La tragédie du Maracanã a été une tragédie raciale. Le Brésilien était fier de sa mixité raciale. Et là, soudainement, le racisme ressurgit. Il émerge en 1950 parce qu'on rend les Noirs responsables de cette défaite. Si bien qu'en 1954, notre Seleção est presque exclusivement blanche. Les Noirs ne sont pas convoqués, ou s'ils le sont, c'est à des postes de moindre importance. Contre toute attente, c'est l'Allemagne qui remporte cette 5e Coupe du Monde. Elle bat en finale la meilleure équipe de l'époque, la Hongrie du génial Puskás, qui depuis des années balaie toutes les formations qui se présentent devant elle. Cette victoire allemande est d'autant plus étonnante que 2 semaines plus tôt, c'est la Hongrie qui l'emportait 8-3 devant cette même équipe d'Allemagne.